Shannon Christian, 21 ans, et son petit ami Christopher Newsom, 23 ans, se fréquentaient depuis quelques mois lorsqu'ils décident de se rendre ensemble à une soirée d'un ami à Knoxville, dans le Tennessee, dans la nuit du 6 janvier 2007. Le couple avait prévu d'aller au restaurant et de terminer la soirée en beauté avec leurs amis pour un anniversaire. Seulement, ces derniers n'ont aucune nouvelle de Shannon ni de Chris. Leur avait-il faussé compagnie ou bien leur était-il arrivé quelque chose de grave? C'est malheureusement la seconde option. Cette affaire est juste ignoble, donc je mets un trigger warning pour les personnes sensibles. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va un peu mieux, merci de demander. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ADJ, et si vous n'êtes pas familier avec le concept, je présente ici sur cette chaîne régulièrement des affaires inconnues ou méconnues du YouTube francophone. Alors si c'est ton truc, abonne-toi. Ou sinon Poupie viendra t'étouffer dans tes couvertures pendant que tu dors. Et elle plaisante pas. Je suis Nathalie Katz, c'est très mal poli de ne pas se présenter et je suis récemment diplômée en criminologie. Donc n'hésite pas à te joindre à nous pour plus d'affaires. Mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. Christopher, ou Hugh Christopher Newsom Jr., a 23 ans et il est né le 21 septembre 1983 à Knoxville. Il est écrit comme un jeune homme aimant la vie, il est très populaire, il adorait le golf, la pêche, le tennis et le baseball. Il était soit sur le terrain de golf, soit à la pêche, soit il jouait au tennis, a déclaré Mary, la mère de Chris. Christopher adorait être avec Shannon. Il était tellement amoureux d'elle, a déclaré Hugh, le père de Christopher. Chris aimait aussi le baseball. Il a grandi dans la communauté de Halls et il a joué au baseball toute sa vie. Christopher Newsom était diplômé de la Halls High School en 2002 et était membre de l'équipe de baseball des Red Devils, les Diables Rouges. Il travaillait également comme menuisier dans son entreprise de construction. Shannon Christian, quant à elle, était diplômée du Farragut High School et étudiait en sociologie à l'université du Tennessee. Shannon Gail Christian est née le 29 avril 1985 à Nacogdoches au Texas. Elle a donc 21 ans et a déménagé de la Louisiane au Tennessee avec sa famille en 1997. Elle était diplômée de la Farragut High School en 2003. Est titulaire d'une spécialisation en sociologie de l'université du Tennessee à Knoxville. Elle prévoyait d'obtenir son diplôme en décembre 2007. Son sourire était toujours lumineux, peu importe où elle se trouvait. Elle était aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, dit sa mère, et elle était très charismatique. Avant le drame, les deux jeunes gens sortaient ensemble depuis 3 mois. Mais tous ces beaux rêves d'avenir vont s'évanouir la nuit du 6 janvier 2007, une nuit cauchemardesque. Shannon et Chris prévoient de dîner ensemble dans un restaurant avant d'aller rejoindre des amis pour une soirée cinéma à Washington Ridge vers 21h, un samedi soir classique. Cet après-midi-là, Shannon se rend chez une amie afin de se préparer. Vers 20h, cette dernière se rend à la soirée tandis que Shannon reste sur place pour attendre que Christopher Newsom, son copain, vienne la chercher. Lorsque Christopher Newsom arrive, Shannon et lui se dirigent vers le parking du complexe d'appartements. Il est tard, Shannon s'énerve. Christopher ouvre la portière de la Toyota, par galanterie, en grand gentleman qu'il était, et le couple s'embrasse. À ce moment-là, ils étaient à des années-lumière de s'imaginer qu'ils étaient observés par pas moins de 4 hommes, dans le noir. Les minutes, puis les heures passent. Leurs amis s'inquiètent, car Shannon et Christopher ne sont même pas venus à leur soirée. Car Shannon et Christopher leur ont posé un lapin. Ils ne sont même pas venus à leur soirée. Dubitatif, il leur envoie des SMS, puis les appelle. Mais en vain. Quelque chose clochait. Tu comprends, Doudou? Quelque chose clochait. Dis quelque chose. Ce que t'en penses. Plus le temps s'écoulait et plus l'inquiétude les gagnait.
1 heure plus tard, il se dirige vers l'appartement où Shannon était censé se préparer, afin de vérifier si d'aventure le couple n'était pas resté dans l'appartement. Et là, surprise, sur le parking de la résidence, il trouve effectivement le camion de Christopher. Mais aucune trace de la voiture de Shannon. Le SUV avait complètement disparu. Les parents de Shannon, eux aussi, sont anxieux. Dina Christian, la mère de Shannon, se réveille avec un mauvais pressentiment le 7 janvier. Sa mère n'arrive pas à la joindre. Et ce, même le lendemain matin. Ses appels restent sans réponse. Et puis là, c'est le choc. Un appel va confirmer les craintes de monsieur et madame Christian. La meilleure amie de Shannon va tenir des paroles alarmantes. Elle lui avoue que sa fille n'était jamais venue à sa soirée, ni elle, ni son copain, et que d'ailleurs sa voiture avait disparu aussi. Le manager de Shannon ne rassure pas sa mère non plus, car il lui révèle que cette dernière ne s'était jamais rendue à son travail. À ce moment-là, la mère de Shannon craint le pire. Elle s'empresse d'appeler le 911, qui ne s'affole pas et ne lance même pas des recherches. Et pour cause, Christopher et Shannon sont majeurs. 24 heures doivent donc s'écouler avant que l'on ne se lance officiellement à leur recherche. Les heures s'écoulent et l'anxiété est à son comble. Pas de signe de vie, ni de Shannon, ni de Chris. Alors les parents prennent les choses en main, la police étant en incapacité d'agir pour le moment. Et ils ont un excellent réflexe, celui de contacter directement l'opérateur téléphonique de Shannon. Et l'information tombe. Le téléphone de Shannon avait borné pour la dernière fois sur la tour téléphonique de Cherry Street. Et ce n'était pas n'importe quel endroit car ce quartier présentait un important taux de criminalité. Un quartier où il ne fallait surtout pas mettre les pieds. Rassurant. Ce n'est pas un endroit où vous allez à moins d'y vivre ou que vous ne prépariez rien de bon, a déclaré Jamie Satterfield, journaliste de Knoxville News Sentinel, qui a largement couvert l'affaire. La famille de Shannon se rend immédiatement sur place et trouve sans surprise la voiture de Shannon garée à Cherry Street. Soit dit en passant, c'est un doux nom pour un quartier aussi dangereux, parce que Cherry Street, ça signifie rue de la cerise, quoi. Et ce qui est curieux, c'est que Shannon se soit garée dans un coin aussi problématique et dans un endroit aussi boueux, elle qui prenait si soin de sa voiture d'habitude. Autre détail, mais pas des moindres, le fauteuil conducteur était poussé au maximum, de sorte que Shannon n'aurait même pas pu accéder aux pédales. Et qu'il y aurait été donc impossible de conduire. Ses effets personnels manquaient, comme par exemple des photos de ses proches et un iPad ainsi qu'une peluche. Par contre, ce qu'il trouve est assez étrange vu que c'était un paquet de cigarettes et ni Shannon ni Christopher ne fumaient. Le paquet appartenait certainement à quelqu'un d'autre. Ed Kingsbury, un enquêteur du service de police de Knoxville, a déclaré que le véhicule avait été nettoyé de fond en comble et que ce nettoyage n'augurait rien de bon. C'était un signal d'alarme inquiétant. La police est avertie de la situation et relève les empreintes digitales. Ces dernières les mènent au 2316 Chipman Street, dans une petite maison à seulement 2 pâtés de maison du stationnement de la voiture de Shannon. La maison appartenait à un personnage bien sombre, Lamarcus Davidson. Et le 8 janvier, un corps brûlé, complètement incendié et encore fumant, est retrouvé sur une voie ferrée, environ 11 heures après avoir été tué. Les autorités confirment qu'il s'agissait de Chris Newsom. Il avait été ligoté, abattu à 3 reprises et incendié. Qu'était-il arrivé au jeune couple? Et surtout, où était Shannon? Était-elle encore vivante? Y avait-il encore de l'espoir? Pour revenir à la localisation de Shannon, la police relève donc les empreintes digitales grâce à une enveloppe trouvée dans la voiture de Shannon et il tombe sur une maison appartenant à un homme bien sombre. Lamarcus Davidson était un trafiquant de drogue. Un chef de gang qui venait tout juste de sortir de prison. Pour avoir volé des voitures, il était donc en liberté conditionnelle au moment des faits. Il avait enrôlé plusieurs hommes, dont son frère, Letalvis Cobbins, Eric Boyd et George Thomas. Et toutes ces personnes vivaient avec lui dans sa maison. Ils sont tous décrits comme instables et Lamarcus était particulièrement décrit comme un homme avide d'argent et capable de tout pour obtenir ce qu'il voulait, avide d'argent facile. Il enrôle tout ce beau monde afin de faire un carjacking, vol de voiture. Et il semble que cette nuit-là, ils avaient jeté leur dévolu sur un jeune couple, Chris et Shannon. 2 personnes qu'ils ne connaissaient donc ni d'Ève ni d'Adam.
Mais ils ont certainement dû penser, ce soir-là, qu'ils constituaient des victimes faciles. Mais ils ont certainement pensé, cette nuit-là, qu'ils seraient des victimes faciles. Les braquant avec une arme, les 4 hommes forcent alors le jeune couple à s'asseoir à l'arrière de la voiture. Ils ligotent Shannon et Chris, les mains derrière le dos, et les conduisent à la fameuse résidence 2316 Shipman Street. Un vol de voiture donc, qui vire au kidnapping. Dans cette maison, les 4 hommes rejoignent d'ailleurs leur amie Vanessa Lynn Coleman, la seule femme du groupe. Lorsqu'ils franchissent le pas de la porte, la tournure des événements prend alors des allures de cauchemar. Les 5 kidnappeurs étaient, pour ainsi dire, défoncés au pispi. C'est une de rue surnommée Poussière d'Ange, drôle de nom, mais cela n'excuse bien évidemment en rien leur comportement abject ainsi que les horribles événements qui vont se passer. Car ce qui va suivre est juste abominable. Shannon et Christopher sont séparés et ligotés dans des chambres différentes. Shannon est placée dans la chambre côté nord de la maison. Les horreurs commencent sur le jeune homme et tout ça apparemment devant Shannon. Il est violé analement par au moins un des 4 hommes, mais aussi par plusieurs objets, dont un pied de chaise, qui ont provoqué des lacérations internes. Et ces actes vont durer des heures, jusqu'au dimanche matin. Et ça, c'est selon un témoignage ultérieur au tribunal du médecin légiste par intérim du comté de Knox, le docteur Darinka Milosnik-Polchan. Et selon elle, Newsom a été sodomisé à plusieurs reprises avec un objet. Ses membres étaient liés, il était bâillonné et les yeux bandés. Tôt le matin du 7 janvier 2007, Newsom est traîné dehors, pieds nus, en caleçon et en t-shirt, en plein hiver, bâillonné par une chaussette, une laisse autour du cou, et les mains liées jusqu'à une voie ferrée à proximité, où il est abattu, à genoux, une ceinture autour des chevilles pour l'immobiliser à la manière d'une exécution. Davidson encourage Thomas à tirer. On lui tire d'abord à l'arrière de la tête, dans le dos, et dans le cou. Ils s'y prennent à 3 reprises car Christopher ne meurt pas tout de suite. La première balle se niche entre le cou et l'épaule. Christopher tombe face contre terre et reste paralysé au sol. Ses bourreaux tirent à nouveau et Christopher est tué instantanément d'une balle dans la tête. Son corps a ensuite été incendié, enveloppé dans une couverture et imbibé d'essence, dans le but d'effacer des preuves, témoigne Milosnik-Polchan, à 1h45, soit 4 heures après le kidnapping. Imaginez-vous la brutalité du meurtre et tout ce qu'il a dû endurer. Le médecin légiste a également déclaré que les dernières heures sur Terre de Shannon ont été non moins sombres et brutales. Elles étaient horribles et impensables, encore plus longues et cauchemardesques que celles de Christopher, alors que c'était déjà horrible. Des heures qui étaient déjà sinistres. La jeune femme, a-t-il expliqué, a été torturée pendant plusieurs heures et a été blessée à la bouche, à l'anus et au vagin. Elle a été frappée à la tête avec un objet inconnu et agressée intimement. Ensuite, de l'eau de javel a été versée sur le corps de Shannon Christian et dans sa gorge, dans le but apparent de détruire toute trace ADN. Et selon l'autopsie, elle était vivante encore au moment des faits, au moment de ces tortures et ces dégradations. Shannon a ensuite été attachée et recouverte de plusieurs sacs avant d'être placée dans une poubelle, où elle est morte lentement et étouffée. À minuit et demi, ses bourreaux l'avaient forcée à appeler son père, en lui disant de ne pas s'inquiéter car elle rentrerait tard. Cela laissait donc quartier libre à ses bourreaux. Après cela, elle va être violée à plusieurs reprises et étranglée à tel point que son corps et son intérieur vont être lacérés, tant c'était brutal. Elle va perdre aussi beaucoup de sang, dû à l'introduction de tous ces objets. J'imagine même pas la douleur et l'horreur de ce qu'elle a vécu. Même le frein entre ses gencives et ses lèvres va être arraché. Vous savez, la petite peau qu'on a entre les dents et les lèvres. Et ça va être arraché tant on l'a forcé à maintenir sa bouche ouverte. Son corps était rempli de bleu et d'égratignures. Et si vous vous demandiez ce que Vanessa, la seule femme du gang, faisait pendant tout ce temps-là, si elle avait un tant soit peu d'empathie pour cette femme, eh bien elle va se contenter de lui apporter de l'eau de temps à autre. Voilà, c'est tout. Alors que, soit dit en passant, la plupart du temps, elles étaient seules à seules, toutes les deux, lorsque les hommes étaient dehors. Shannon a ensuite été battue et étranglée jusqu'à l'inconscience. Quand ses tortionnaires en ont eu assez de la torturer, ils lui ont mis cette solution à base de javel dans tout le corps et la gorge.
Et elle était toujours vivante à ce moment-là, je rappelle. Ils vont lui mettre aussi de l'eau de javel sur ses parties génitales et la frotter avant de l'attacher en position fétale, ses cuisses contre sa poitrine, sa joue maintenue fermement contre son genou. Elle était à l'agonie. Puis il place un sac plastique blanc sur sa tête. Et puis il dissimule tout son corps dans un sac poubelle et ils en mettent en tout 5 pour la dissimuler entièrement. Ils mettent des draps au-dessus de son corps entourés de plastique et la placent dans une poubelle et fixent bien le couvercle pour ne pas qu'il s'ouvre. Et la chose la plus horrible, c'est que selon le médecin légiste, elle était toujours vivante. Elle est donc décédée d'asphyxie dans une position extrêmement inconfortable et douloureuse, souffrant de multiples traumatismes et blessures. Elle aurait eu entre 10 et 30 minutes d'agonie. Lorsque son corps a été trouvé, ses yeux étaient grands ouverts. Elle est décédée entre le dimanche soir et le lundi matin, ce qui signifie qu'elle a été torturée pendant environ 24 heures. Je vous avais dit que les empreintes digitales trouvées sur l'enveloppe dans la voiture de Shannon étaient celles de Lamarcus, car malheureusement toute trace ADN avait été effacée du corps de Christopher vu qu'il avait été incendié. Et le mardi 9 janvier, la police obtient un mandat de perquisition pour la maison de Shipman Street. La maison est retrouvée entièrement vide avec une poubelle en plastique. Pensant que quelqu'un était dissimulé à l'intérieur, la police va donc l'ouvrir et s'apprête à tirer sur la personne dissimulée dans la poubelle. Les agents ouvrent lentement les 5 sacs poubelles. Et là, c'est l'horreur. Ils tombent sur un bras. Il s'agissait du corps recroquevillé d'une jeune femme, Shannon. Du sperme est retrouvé dans sa bouche, dans son rectum et son vagin. L'ADN correspond à Lamarcus et l'Elvis Cobbins, son cousin. Les autres affaires de Shannon sont également retrouvées dans la maison. Du sperme de Davidson est retrouvé sur son pantalon et son pull, et les douilles des balles qui ont servi à exécuter Christopher sont retrouvées également dans la maison. La chasse à l'homme commence alors. Elle ne dure pas longtemps d'ailleurs, car Lamarcus est déniché dans une autre maison abandonnée des environs. C'est Eric Boyd qui va conduire la police jusqu'à lui. Pendant l'interrogatoire, Lamarcus va rejeter toute la responsabilité de ses actes sur ses acolytes. C'est super courageux de sa part. Peu de temps après, l'Elvis Cobbins, George Thomas et la seule fille de l'équipe, Vanessa Coleman, sont arrêtés. Et le pire, c'est que selon les interrogatoires, il n'y avait aucun motif pour ce crime, aussi cruel qu'il soit. En gros, ils auraient fait tout ceci simplement parce qu'ils en avaient envie, par cruauté. Boyd aurait déclaré aux autorités qu'ils avaient uniquement l'intention de voler le couple, et il aurait ensuite détaillé les crimes. Les procureurs ont considéré Lamarcus Davidson comme le chef de file du groupe et le principal auteur des crimes. Il aurait orchestré ainsi le vol de voitures, l'enlèvement et les meurtres. Des 5 agresseurs, Eric Boyd a été condamné à la peine de prison la moins lourde, les tribunaux l'ayant reconnu coupable uniquement de détournement de voiture et d'aide à un fugitif. Mais en août 2019, cependant, Boyd a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et a été automatiquement condamné à perpétuité pour enlèvement et meurtre du coup. Les parents de Shannon et de Chris se promettent d'être là à chacun des procès des agresseurs de leurs enfants. Et les procès sont exténuants. Le grand jury de l'État de Tennessee ont retenu 38 chefs d'accusation contre Davidson, Thomas et Cobbins. Les accusations comprenaient un meurtre qualifié, un enlèvement, un vol, une agression sexuelle, des lésions corporelles et l'utilisation d'une arme mortelle. Cobbins a plaidé non coupable, oui, c'est pas une blague, des meurtres, et il a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. Bien fait. Thomas a également été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle et les tribunaux l'ont déclaré ainsi que Davidson coupable de toutes les accusations. Davidson a été condamné à la peine capitale pour le double meurtre. Et depuis août 2019, il attend son exécution pour les meurtres de Newsom et de Christian. Les tribunaux ont déclaré Coleman, donc la seule femme du groupe, coupable d'avoir participé à l'agression de Christian, donc complicité. Elle a été condamnée à 35 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle une fois qu'elle aura purgé 30% de sa peine. Et les autorités du Tennessee ont refusé sa libération conditionnelle en 2014. Boyd, qui avait été initialement condamné à 18 ans de prison, a été finalement condamné à la perpétuité en août 2019. Et il faut savoir qu'un journal intime a également été découvert dans la maison. Et il était écrit que la nuit dernière était cool, unique en son genre, qu'elle était restée avec un crackhead, cool comme l'enfer, que c'était un monde fou,
mais qu'ils avaient vécu des aventures amusantes qui annonçaient une année intéressante. Et l'écriture était celle de Vanessa. Le juge a déclaré qu'il n'existait pas de peine assez lourde pour eux. En 2011, les autorités de Tennessee ont jugé que Richard Baumgartner, le juge qui a supervisé les premiers procès dans cette affaire, devait être démis de ses fonctions, en raison de sa dépendance aux médicaments d'ordonnance. Et tout au long des procès, il aurait été incohérent. C'est pour cette raison que le nouveau juge, John Blackwood, a tenté d'annuler les condamnations de Davidson, Thomas, Cobbins, Coleman et Boyd. Mais les procureurs ont heureusement fait appel de cette décision, au nom des familles de Shannon Christian et de Christopher Newsom. Seuls Thomas et Coleman ont été rejugés, les autres condamnations étant toujours en vigueur. Les tribunaux ont de nouveau déclaré les deux coupables, mais avec des accusations moindres dans le cas de Coleman. Ils ont réduit sa peine de prison de 53 ans à 35 ans. Mais ils ont augmenté la peine de Thomas et lui ont infligé 2 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité. Ouf. En raison d'un manque de couverture médiatique de l'affaire, des membres inquiets de la communauté ont poussé l'idée selon laquelle les meurtres constituaient un crime de haine, hate crime, comme on dit en anglais. Donc c'est-à-dire que ça serait un crime anti-blanc, vu que c'était des noirs qui ont fait ce crime. Et ça a conduit des membres du Ku Klux Klan, notamment, à organiser un rassemblement à Knoxville. Parce que vous savez que n'importe qui peut manifester en raison de la liberté d'expression aux États-Unis. Mais les procureurs ont soutenu le fait qu'il n'existerait pas de corrélation entre le meurtre de Christopher et Shannon et un crime racial. Et les familles des victimes ont soutenu donc cette thèse selon laquelle ce n'était pas un crime de haine. En 2014, les autorités de l'État du Tennessee ont adopté une nouvelle législation à la suite des procès de Christian et Newsom, et au cours du procès, Davidson aurait affirmé que Christian et Newsom étaient venus volontairement à la maison de Chipmunk Street pour acheter des substances illicites. Grâce à cette nouvelle législation, appelée selon le nom des victimes, Shannon Christian Act, ça interdit dorénavant aux avocats de la défense pénale de présenter les victimes sous un mauvais jour. Car ils sont morts, ils peuvent même pas se défendre, quoi. Et l'État a créé la loi Christopher Newsom, après le scandale initial causé par le premier juge de cette affaire. Une loi selon laquelle, si les jurés aboutissent à un verdict unanime, le juge pourrait agir comme un 13e juré. Et si vous voulez savoir ce qu'est devenu la maison de l'horreur, où Shannon et Christopher se sont fait enlever et torturer, eh bien cette maison a été détruite, car le terrain a été racheté par une entreprise de gestion des déchets, et ils ont transformé donc ce terrain en mémorial. Qu'est-ce qui peut bien pousser à un crime aussi horrible ? Certains avancent le fait que c'était un crime raciste, car les agresseurs étaient tous noirs et les victimes étaient blanches. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse grandement. Ici, en tout cas, il s'agit d'un crime organisé. Il y a différents types de groupes à travers le monde. Tout le monde connaît par exemple les cartels en Amérique du Sud et en Afghanistan, la mafia en Italie, la triade du crime en Chine, ou encore les yakuza au Japon. Et vous allez voir que c'est pas la même typologie que pour les autres crimes, car c'est par définition l'association de plusieurs malfrats. Et comme dans tous les groupes, il y a un chef. Et là ici, c'était Lamarcus Davidson, qui a été déclaré comme tel. Et même dans les écrits de Vanessa, souvenez-vous, dans le journal intime, on retrouve cette notion de tête de gang. Alors, il n'est pas question, bien sûr, d'enlever la responsabilité aux autres membres du groupe, bien entendu, vu qu'ils auraient pu ne pas participer à la torture et au meurtre. Et juste partir, ils n'étaient pas forcés de commettre de telles atrocités, et de prendre part à l'horreur qu'ont vécu Shannon et Christopher. Selon Pierre Hawk et Sven Peterk, Pierre Hawk est un professeur assistant au département de droit pénal et Sven Peterk enseigne les sciences politiques et le droit international public au Centre des sciences juridiques de l'Université fédérale de Paraíba au Brésil. Selon eux, le crime organisé et la violence en bande organisée sont des phénomènes mondiaux qui voient généralement le jour en milieu urbain. Et on peut avoir tendance en psychologie comme en psychiatrie à associer le meurtre, le crime violent, à une catégorie bien spécifique d'individus. Et il est vrai qu'en règle générale, très peu de gens commettront des actes violents et des meurtres. Et on aime croire que la violence vient en général d'ailleurs, comme le génocide nazi, le génocide au Rwanda, etc. Sur le plan de la psyché individuelle, la psychanalyse nous a enseigné que tout homme possède en lui des pulsions violentes pouvant faire de lui un meurtrier. Freud a déjà décrit en 1921 comment, dans la foule, l'idéal du moi de l'individu est projeté non seulement
sur le leader, mais aussi latéralement sur les autres membres du groupe, faisant ainsi perdre à l'individu une bonne part de son jugement critique et moral au profit d'un sentiment d'exaltation partagé par les autres membres du groupe. Et là ici, c'est, il me semble, ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que ça veut dire, nous dit Louis Brunet, dans Violence et appareil psychique groupal. C'est que l'effet de groupe peut transformer des individus, même sans pathologie à la base, en bourreaux. Et c'est bien pour ça qu'on parle d'effet de groupe ou d'effet de masse. Comme Bion l'a démontré par la suite en 1961, le fonctionnement de l'individu régresse significativement dans le groupe. Puis au début des années 1970, le psychologue social Philippe publie sa célèbre expérience dans laquelle il divise un groupe d'étudiants au hasard, et certains devaient jouer le rôle de prisonnier et d'autres le rôle de geôlier cruel. Et l'expérience a dû être prématurément arrêtée vu que les geôliers finissaient par être incroyablement violents, humiliants, et étaient en train d'assujettir et de torturer les prisonniers. Oui, c'est pas une blague. La dynamique sociale qui s'était rapidement installée avait amené le groupe des étudiants geôliers à agir en quelques jours seulement comme des êtres sadiques et dangereux. Mais j'avais déjà parlé de l'effet de groupe dans une vidéo précédente que je t'invite à regarder, bien évidemment, si cela n'est pas déjà fait. Si t'es arrivé jusqu'ici, mets Shannon et Christopher en commentaire et dis-moi ce que tu penses de cette sordide affaire. Une affaire bien macabre, j'ai hâte de lire vos commentaires. La vidéo a mis un peu plus de temps que d'habitude, je m'en excuse car c'était mon anniversaire et par la suite j'ai été malade, donc mea culpa, j'étais entourée de mes proches et j'ai dû me rétablir. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Gigi, Lei, Poupi et moi, on attend vos retours avec impatience. N'oublie pas de me suivre aussi si je te manque entre deux vidéos. Abonne-toi bien sûr et souviens-toi, you rock.